Adeline Baldacchino, bonjour à vous. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes magistrate et écrivaine. On vous donne notamment un roman intitulé Celui qui disait non, paru chez Fayard en 2018. On en reparlera un peu tout à l'heure. Un livre récompensé à l'époque par le prix Mottard de l'Académie française et par le prix Louis Marin de l'Académie des sciences morales et politiques. Vous faites paraître, avec le grand rabbin de France, Raïm Corsia, un album intitulé Fragments au pluriel de mémoire à l'occasion du 80e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz. Un album qui revient sur une série de voyages collectifs menés ces 20 dernières années à l'initiative justement du grand rabbin de France. Vous y signez l'un des deux textes d'ouverture. Adeline Baldacchino, d'abord, à quand remonte votre premier voyage de ce type à Auschwitz et quels souvenirs en gardez-vous ? Eh bien, c'était justement avec Raïm Corsia et à l'invitation aussi de la Fondation pour la mémoire de la Shoah que je venais de connaître à travers des travaux bizarrement, parce que la vie nous mène dans des directions qu'on n'attendait pas, à travers des travaux d'audit au départ. Et puis en fait, c'est un long compagnonnage depuis. C'était il y a un peu plus d'une dizaine d'années et c'était un moment... À votre demande ? C'était à ma demande, absolument, parce que justement, j'avais rencontré tous les membres du conseil d'administration de la Fondation, pour la première fois des survivants, justement. Et c'était très marquant pour moi. C'était aussi une forme de retour, ou de plongée plus exactement, dans des racines juives que j'avais pas forcément très bien explorées jusque-là. Et donc, c'était la première confrontation, par-delà, évidemment, tout ce qu'on connaît de la fiction, des livres d'histoire, etc., avec ce réel-là, puisque moi, je viens d'une famille juive iranienne qui n'a pas été directement confrontée à la Shoah, même si, je le dis d'ailleurs dans le livre, certains cousins qui étaient déjà installés en France ont été arrêtés, fusillés en France. Mais je n'ai pas de membre de ma famille que je connaisse qui a été assassiné à Auschwitz. En revanche, évidemment, c'était une sorte de trou noir et de préoccupation à la fois constante, implicite, invisible, toujours un peu tabou. Enfin, on connaît tout ça dans les familles juives, je crois. Et donc, c'est à ma demande, oui, que j'ai voulu accompagner Raïm Corsia, qui a bien voulu m'embarquer avec lui dans ce voyage annuel qu'il fait, avec des jeunes, avec des personnalités, avec des politiques. C'est très variable chaque année. Jamais les mêmes. Et c'est absolument fou, effectivement, ce que ça provoque. C'est ce que j'ai essayé de dire, moi, dans mon texte d'introduction, ce que ce voyage provoque chez les vivants, ce qu'il exige aussi d'eux à leur retour. Vous parlez de sensations, de convictions, de traces plus profondes que la simple rationalisation intellectuelle. Qu'est-ce que ça change en matière de perception de mener ces voyages et de les mener en groupe ? Il y a quelque chose de l'ordre, d'abord, évidemment, simplement du sensible, de l'incarné, du réel, quel que soit le temps, la température, les lumières, les couleurs, ce qu'on a voulu montrer aussi dans cet album. C'est-à-dire qu'on peut voir Auschwitz sous un soleil éclatant et c'est quelque part presque troublant, voire obscène, voire indécent, parce qu'évidemment, les images qu'on a dans la tête d'Auschwitz sont les images de la boue, de la neige, de la pluie, du froid, de la terreur, enfin tout ce qui est associé à la terreur. Mais y être, quel que soit le temps, quelle que soit la lumière, ça nous force simplement à respirer cet air très particulier. Annette Viviorca en parlait encore ce matin en disant que c'était un endroit très troublant parce qu'évidemment, c'est là où il y a, dans tous les cas, c'est un cimetière géant, la cendre d'1 million de personnes, des choses qui remontent sans cesse à la surface, des objets dans la partie du Canada où étaient stockés les objets arrachés aux gens déportés. Il y a des fourchettes comme ça qui remontent, il y a des timbales, il y a les salles évidemment avec ces amoncellements d'objets, images aussi qu'on a un peu en tête et dont certaines sont aussi reproduites dans cet album. Y être, c'est se confronter, comme je pense, c'est pour ça que je crois que pour en particulier les jeunes, les lycéens, les étudiants, c'est rentrer dans le livre, rentrer dans le livre d'histoire ou rentrer dans le livre de l'histoire familiale lorsqu'elle est familiale, mais c'est peut-être encore plus important lorsqu'elle ne l'est pas, parce que quand elle est familiale, elle est déjà incarnée au fond. Mais quand ça reste quelque chose d'abstrait, on peut le mettre à distance. Là, on y est. Et on y est en plus avec des gens, c'était le cas pour moi. Et différents survivants ont accompagné ces voyages. Il y a Juliette Kolinka, il y a Elie Buzyn, on en parle dans le livre. Il y a chaque année un survivant différent qui les accompagne. Et c'est d'un coup être confronté à l'évidence que des gens ont vécu ça, que certains, si rares, y ont survécu, et que
la seule chose que l'on puisse faire d'une certaine manière, au-delà de survivre soi-même à cette expérience, c'est peut-être la porter et la transmettre un peu. On va y revenir dans quelques instants sur le devoir de raconter qui les a fait tenir. Le grand rabbin Corsia a écrit être souvent interpellé sur le sens de la Shoah, sur le pourquoi. Pourquoi Dieu a-t-il laissé faire ça, notamment. De votre côté, votre réflexion se porte notamment sur la possibilité de penser la catastrophe, notamment à travers la littérature et la poésie. Oui, parce que ça fait longtemps que je tourne autour de cette phrase d'Adorno qui disait qu'on ne pouvait pas écrire, et en particulier pas écrire de poèmes après Auschwitz, et qu'au fond, je crois que c'est faux, comme, de la même manière d'ailleurs qu'on a longtemps dit, et avec Claude Lanzmann en particulier, pour qui j'ai une estime énorme évidemment et une admiration infinie, mais que la fiction était une trahison. Je crois qu'au moment où on entre justement dans une époque où il y a très peu de survivants et où bientôt il n'y en aura plus par la force des choses et du passage des années. Tout à l'heure le porte-parole du musée d'Auschwitz. Voilà. Ça sera différent dans 10 ans. Je crois que voilà, dans 10 ans, il n'y aura plus que les témoins des témoins. Et je crois qu'à ce moment-là, la parole, qu'elle soit écrite, enregistrée en images, qu'elle soit transmise par quel qu'en soit le médium, y compris la fiction, et qui est une manière d'appréhender le réel, de tourner autour et un jour se confronter au livre d'histoire plus sérieux, mais du coup de croire à ce qu'on préférait écarter tellement d'une certaine manière ça faisait peur, va être d'autant plus essentiel. Et donc en fait il y a beaucoup de poètes dans cet album, parce que justement je crois on peut mettre des mots même sur l'indicible. Il y a une inquiétude de la part des survivants. On écoutait tout à l'heure Ginette Kolinka au Memorial de la Shoah, interrogée par Etanit Belaïch, qui disait c'est à vous aujourd'hui de reprendre, vous les jeunes générations, de reprendre le flambeau de ce combat contre le négationniste. Vous citiez Annette Vivorka et son livre fameux, l'un de ses grands livres, l'ère des témoins. Demain, à la place des témoins, vous parliez des témoins. Est-ce que ça peut aussi renforcer cette parole négationniste ? Je crois que ça sera moins direct, c'est-à-dire qu'évidemment quand on est dans une classe devant un survivant ou qu'on l'accompagne et qu'on est devant un baraquement où il vous dit c'était là que chaque nuit j'essayais de survivre. On se tait, on l'écoute. On se tait, on l'écoute, il y a quelque chose qui s'impose, il y a quelque chose d'absolument immédiatement bouleversant. Et évidemment, ça demandera un peu plus de travail, un peu plus de pédagogie, mais tout autant de conviction. Peut-être aussi, ça implique justement ce rôle et cet engagement des artistes, y compris donc de la parole, de la fiction, de la poésie, pour porter ce message-là, à la fois pour en témoigner, et puis pour le réinventer, parce que peut-être qu'il faut des mots nouveaux pour atteindre les générations nouvelles aussi. Le Grand Rabbin de France rapporte les paroles d'Elie Wiesel. Le vrai danger, mon fils, se nomme indifférence. Mon père ne m'avait jamais enseigné tant de choses en si peu de mots. C'est extrait du testament d'un poète juif assassiné. L'indifférence, c'est la menace absolue pour l'humanité, notamment face au mal qui renaît. Oui, évidemment, parce que en fait, de toute façon, c'est soit l'ignorance, soit l'indifférence, soit pire, l'aveuglement. Mais en fait, toutes les trois vont de pair, parce qu'il est très facile quelque part d'avoir traversé sa scolarité en entendant vaguement parler de la Shoah, et puis de se dire qu'au fond, c'est quelque chose qui concerne le passé, que voilà, c'est terminé, on n'est plus à la même époque, ça ne reviendra jamais, la fameuse formule. Et ça, c'est beaucoup trop facile, et évidemment, c'est d'autant plus effrayant que ça indique le retour possible justement de cette espèce de barbarie humaine qui au fond est de toute façon un élément de la nature humaine, malheureusement peut-être inévitable dans son retour, ce qui implique aussi de renforcer la place des combattants de la mémoire, des résistants de la mémoire. C'est évidemment pour l'instant, et je touche du bois, et heureusement on n'est pas dans la situation de ceux qui ont combattu les armes à la main ou qui étaient obligés de se cacher, des justes, etc. Néanmoins, je crois que cette petite lueur-là d'alarme, cet élément qu'on doit toujours garder dans un coin de la tête est absolument essentiel à notre époque, et à une époque où on le voit bien en plus, toute une partie même de la jeunesse dit ne pas trop savoir. Je crois que c'est 20% des jeunes, on entendait dans un sondage ce matin, qui ne sait pas exactement ce qu'est la Shoah, ou qui croient n'en avoir jamais entendu parler. Peut-être qu'ils en ont entendu parler, mais ça les intéressait pas. Ça, c'est
l'indifférence. Et ça c'est évidemment une menace qu'il faut absolument savoir combattre. Alors avec des livres, avec des films, avec des chansons, j'ai envie de dire, peu importe, mais qu'il faut combattre. Donc merci beaucoup Aline Madlaken d'avoir été avec nous pour cet album coécrit et co-présenté avec le grand rabbin de France, Chaim Corsia, Fragments de mémoire. C'est publié aux éditions Flammarion. À très bientôt. Merci.